Chers téléspectateurs, bonjour. Merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro de rencontre. Nous sommes aujourd'hui à Shanghai dans un restaurant breton avec une ambiance très conviviale. Le patron de ce restaurant, qui est notre invité aujourd'hui, a pris l'initiative de réunir tous les Bretons de Shanghai. Allons tout de suite à sa rencontre. Bonjour Monsieur Philippe Ricard, bienvenue parmi nous. Et c'était à quelle époque en fait votre premier contact avec la Chine? Alors c'était en 2001 ou 2002. C'était comme directeur export où j'étais venu pour visiter un certain nombre de villes et de distributeurs à Shanghai pour une société qui était spécialisée dans l'optique et lunetterie, pour savoir comment on allait lancer nos nouveaux produits sur le marché. Dans le domaine de lunetterie? Dans le domaine de la lunetterie. D'accord. Et pourquoi avez-vous quitté le domaine de la lunetterie pour ouvrir une crêperie? Ça semble loin, les deux métiers. Oui, c'est exact. En fait, j'arrivais plus ou moins au terme en fait, de ma mission ici pour cette entreprise. Et ça faisait déjà un petit moment que je travaillais sur l'idée de mon propre projet. Et j'ai étudié différentes choses. Et ce qui me semblait convenir le mieux à ma personnalité et à ce qui manquait ici, c'était la crêperie. Parce qu'il y a eu quelques crêpes qui étaient vendues auparavant sur Shanghai. Et il n'y en a plus eu à un moment donné. Et comme je suis breton, j'étais probablement en manque de crêpes. Donc j'ai souhaité pouvoir peut-être apporter sur Shanghai ces crêpes, ce cidre qu'on connaît bien chez nous. Arrivé à Shanghai en septembre 2004, Philippe Ricard travaille d'abord comme directeur export. Grâce à cette expérience, il apprend beaucoup sur les rapports humains, la culture et la façon de travailler en Chine. En juillet 2007, Philippe se lance dans la restauration et ouvre la crêperie, au cœur de l'ancienne concession française de Shanghai. Il se prend vite de passion pour son nouveau métier. Les débuts n'ont toutefois pas été faciles. Il a dû apprendre beaucoup de choses, à commencer par transmettre son amour de la crêpe aux Chinois. Le restaurant a mis quelques années avant de devenir profitable, mais Philippe s'est accroché, autant par passion pour son produit que par goût du contact avec les clients. Son premier restaurant devenu une réussite, Philippe a décidé de poursuivre l'aventure en développant le concept dans d'autres villes d'Asie. Il possède maintenant 2 restaurants à Shanghai, 2 restaurants et un stand de crêpes à emporter à Hong Kong, ainsi qu'un restaurant à Ho Chi Minh Ville, Vietnam, et un autre à Phnom Penh, Cambodge. Et je sais reconnaître ce qui est bon de ce qui l'est un peu moins, on va dire. Et ce qui est très important pour moi, c'est toute la partie fraîcheur en fait des produits. J'aime beaucoup travailler avec des ingrédients qui sont du jour, qui sont pas des choses en stock. Avez-vous des difficultés au début de votre projet? Avez-vous jamais de doute sur est-ce que ce sera un bon projet? Est-ce que mon projet allait réussir? Honnêtement, pas beaucoup, parce que j'avais vraiment la volonté de réussir ce projet et je savais dès le départ que ça prendrait du temps. Oui, alors je crois qu'on rencontre tous des difficultés dans un projet. Bien sûr des difficultés au niveau administratif, mais bon, aussi des difficultés au niveau des ressources humaines, parce que c'est difficile de trouver des employés qui ont le niveau ou qui ne bougent pas trop, parce que c'est le souci qu'on a beaucoup en Chine, les gens tournent beaucoup dans les entreprises. Mais je crois que c'était un bon moment en fait pour moi de monter mon projet ici. C'était le bon moment, le bon endroit. Donc c'était des crêperies, il y en a déjà pas mal en France. Donc je pense qu'ici il n'y en avait pas. Donc on était vraiment la première crêperie bretonne à s'installer sur Shanghai. Et c'est ce que je souhaitais. Voilà, donc je me suis accroché et tout ce qui était important pour moi, c'était vraiment me concentrer sur la qualité de ce qu'on sortait, des produits qu'on sortait. Et même si au départ certains ne voyaient pas cette qualité, ils ont fini par la découvrir et comprendre le concept de ce restaurant. Êtes-vous satisfait du résultat jusqu'ici? Oui, je suis satisfait, je suis très content. La communauté bretonne qui est à Shanghai nous a vraiment suivis au départ. Je pense qu'ils ont bien apprécié les produits qu'on faisait. Donc
Ça nous a permis de vraiment lancer le concept sur Shanghai et ensuite de le développer. Avant le premier restaurant, comment avez-vous choisi le lieu? Comment avez-vous procédé jusqu'à l'ouverture? Est-ce qu'il y a des moments où vous avez vraiment été très excité ou bien des moments historiques, je ne sais pas, dans le processus? Le premier restaurant, effectivement, c'est toujours le plus difficile, hein, parce que on sait que l'emplacement est un facteur clé pour la réussite. J'ai mis pas loin de 8 mois, je crois, pour trouver cet emplacement. Donc effectivement, il y a eu, là quand vous parliez de doute tout à l'heure, peut-être que c'est une période où effectivement on a des doutes, on se dit est-ce qu'on va trouver le bon emplacement? Et puis je crois que c'est la chance, hein, à un moment donné, qui arrive et on se dit, on voit quelque chose, on se dit oui c'est celui-là, c'est sûr, là il y a plus de doute, c'est l'emplacement qu'il faut. La décoration intérieure, vous l'avez fait tous vous-même? Oui, en général, toutes les décorations intérieures des restaurants que j'ouvre, je les fais moi-même, parce que je souhaite garder le même style, mais je souhaite donner à chaque restaurant son âme aussi un petit peu différente. Hein, on essaie d'avoir des restaurants qui gardent l'image de la crêperie, mais qui ont chacun leur spécificité. Voilà, donc c'est agréable pour tout le monde d'y travailler. Et puis moi, quand je vais d'un restaurant à un autre, j'ai pas l'impression d'aller dans le même à chaque fois. Et je sais que vous ne travaillez pas seul et vous m'avez présenté des partenaires. Oui. Et comment avez-vous trouvé des partenaires et comment le projet se concrétise? Sur ce restaurant, j'ai 2 partenaires. J'ai Thomas, que vous avez vu tout à l'heure, qui a été mon manager en fait au premier restaurant pendant plus de 4 ans. Donc avec qui on a vraiment bien communiqué, on sait comment on travaille et on travaille bien ensemble. Donc il était naturel en fait qu'il devienne mon partenaire sur cette deuxième crêperie. Et puis il y a Judy qui était aussi la superviseuse en fait dans le premier restaurant et qui en fait est l'employé qui restait avec moi depuis le tout début, en fait avant même l'ouverture du premier restaurant. Donc voilà, c'était en quelque sorte un moyen de la remercier de cette fidélité. Je sais que vous avez d'autres restaurants aussi dans différentes régions asiatiques. Oui. Et par rapport à d'autres clientèles, qu'est-ce que la clientèle chinoise se différencie-t-elle des autres clients? Il y a effectivement des différences entre les restaurants sur je dirais les mix de population que nous avons. C'est vrai qu'à Shanghai, on a démarré bien sûr avec les Bretons, ensuite des étrangers, des Français, des étrangers, et puis ensuite les Chinois sont venus parce que en voyant du monde dans le restaurant, ils se sont dit ça doit être bon. Donc voilà, donc on a fini par avoir maintenant un très bon mix en fait de clients, avec à peu près 50%, même peut-être plus aujourd'hui de Chinois dans le premier restaurant, et aujourd'hui même dans le deuxième à Shanghai, je pense qu'on est à au moins 60 ou 65%. Et puis dans les autres restaurants, par exemple à Hong Kong, on a beaucoup de Hongkongais qui sont venus dès le départ parce que je pense qu'ils connaissaient déjà le produit. Et au Vietnam, on est plus là sur une population expatriée, je pense, plus française, étrangère. Voilà, nous avons aussi beaucoup de Japonais qui viennent au restaurant parce que nous utilisons le buckwheat, ce qu'on appelle, donc le blé noir, sarrasin, pour faire nos galettes, et c'est un produit qui est très bon pour la santé, qui est sans gluten, et les Japonais apprécient beaucoup ce produit, ils l'utilisent notamment dans leurs pâtes, là, ce qu'on appelle les soba. Dans le restaurant de Philippe Ricard, nous nous rendons dans les cuisines pour observer la préparation des crêpes. Voilà, donc ça c'est Julien, hein. Julien, notre chef breton, spécialiste de la crêpe et de la galette. Combien de crêpes on en fait par jour? Ça va dépendre des jours. Il y a des jours, par exemple, il y a beaucoup de monde le week-end en général, donc on peut faire entre 300 et 500 peut-être galettes ou crêpes. Donc celle-là, elle plaît beaucoup aussi en ce moment. C'est une galette à base d'emmental, d'épinards, de tomates fraîches
Donc c'est celle qu'on appelle la végétarienne. Après, on en a aussi avec du jambon, avec du poulet, avec du bœuf. En salle, le patron sert souvent en personne ses convives. Il nous affirme être très attentif à créer un climat chaleureux et amical avec ses clients. Bonjour, hello. This is le four with the mushroom and bacon. Bon appétit. Dans des restaurants, il arrive qu'on modifie un peu la recette pour adapter au goût local. Est-ce que vous avez fait des modifications pour mieux adapter à la population locale? Alors, de manière générale, non. Nous essayons de rester le plus authentique possible avec des recettes très françaises, très bretonnes. Il y a, je dirais, des éléments qui sont dans les entrées sur notre menu, qui sont des éléments un petit peu fusion, on va dire. Voilà, où on mélange un petit peu donc une saveur asiatique à la galette de blé noir. Et en fait, ça donne un très bon résultat aussi. Les gens sont très heureux, très surpris de goûter ce genre de choses. Le saveur asiatique pour vous, c'est quoi? Ça peut être des mélanges sucré-salé, par exemple. Ça peut être avec des épices qu'on utilise ici, qu'on n'utilise pas en France. Voilà, ce genre de choses. Et vous, est-ce que vous appréciez la cuisine chinoise, par contre? Oui, heureusement, parce que comme ça fait 9 ans que je suis là, j'aurais eu du mal à vivre sans ça. J'aime beaucoup la cuisine chinoise, qui est très riche aussi, avec un grand nombre de saveurs, donc un choix important, donc c'est toujours très agréable. Oui. Et trouvez-vous quelque chose dans la cuisine chinoise qui est comparable à la crêpe? Oui et non, on va dire. Je sais que dans le nord de la Chine, il y a on trouve des crêpes en fait dans la rue, voilà, qui sont faites avec des herbes, avec de l'œuf, avec des choses comme ça. Vous l'avez goûté? Donc oui, je l'ai goûté et j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. C'est très bon. Mais à côté de ça, bon, c'est très différent parce que la galette en elle-même n'est pas faite avec la même farine et les ingrédients qu'on met dedans aussi sont très très différents. Mais il y a cet esprit de faire une galette en fait sur une plaque de fonte. Quelles sont les crêpes les plus populaires auprès de la clientèle chinoise? Avez-vous fait des enquêtes là-dessus? Oui. En fait, on retrouve un petit peu les mêmes choix, puisque en fait, Comme vous. Oui. La marin a beaucoup de succès parmi les Chinois. Il y en a une autre aussi que les Chinois aiment beaucoup, c'est une galette à base de saumon fumé, épinards et œufs. Celle-ci marche très très bien. Et dans la cuisine chinoise, est-ce qu'il y a des plats préférés pour vous? Dans la cuisine chinoise, oui, alors contrairement à un certain nombre, je pense qu'il y a des choses que j'aime bien à base de tofu, par exemple. Oui. Je n'irai pas jusqu'à dire le stinky tofu, mais le tofu. Et puis, non, mais j'aime la variété, en fait. J'aime goûter à des plats différents, et c'est ce que j'apprécie dans la cuisine chinoise, c'est qu'il y a beaucoup de choix. Et certains nombres de nos téléspectateurs sont des étrangers. Oui. En fait, je ne sais pas, est-ce que vous avez goûté beaucoup de variétés de la cuisine chinoise? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? Oui, j'ai goûté pas mal de choses en 9 ans ici. Il y a des soupes notamment que j'aime bien, des soupes à base de poisson notamment qui sont très bonnes. À propos de soupe de poisson. Oui. En Occident, les soupes de poisson, on ne trouve pas de poisson dedans. Et ici, on trouve toujours Ah oui, alors de morceaux de poisson en fait. Oui. Alors si, notamment dans le sud de la France, vous allez trouver ce qu'on appelle la bouillabaisse, voilà, avec des morceaux de poisson. C'est exceptionnel. Oui, c'est vrai. C'est vrai que la soupe bretonne que nous faisons au restaurant, on n'a pas ces morceaux de poisson dedans. Voilà, mais par contre c'est fait avec du poisson quand même. En France, la Bretagne a une réputation d'avoir une identité très forte. Oui. Et parfois on sent plus l'identité sur nous-mêmes quand on est à l'étranger. Oui. Est-ce que vous avez ce sentiment-là, que vous sentez
très breton ici par rapport à d'autres Français. Quel genre de sentiments avez-vous depuis 9 ans? Alors, ce que vous dites est tout à fait vrai. Je pense que quand on est à l'étranger, sa propre, je dirais, culture ressort sans doute un peu plus. Et c'est vrai que je me sentirais presque plus breton ici que je ne me le sens en Bretagne, parce que là je suis perdu au milieu de tous les Bretons, alors qu'ici il y en a un peu moins quand même, donc il faut que voilà, je me repère, je me situe par rapport aux autres. C'est vrai que c'est une entité forte hein, en France. La Bretagne a une culture qui est vraiment importante, avec une langue, une musique, enfin un certain nombre de choses qui la distinguent un petit peu des autres régions. Et c'est vrai que les Bretons, de manière générale, aiment à se retrouver. Et ça, c'est partout dans le monde. Quand ils sont à l'extérieur de la Bretagne, ils forment des associations et puis ils se retrouvent autour d'une bolée de cidre pour discuter, partager. Bon, quand on est jeune, voilà, on entend de la musique bretonne régulièrement. C'est une culture plutôt maritime? C'est vrai qu'on a tendance à voir le côté mer hein, de manière très importante quand on parle de la Bretagne, parce que la côte est très longue et l'identité de ce côté-là est très forte. Et c'est pour ça qu'en fait les crêperies aujourd'hui que je crée sont autour de la mer. Avec cette image du phare. Et cette image du phare qui pour moi est forte parce qu'elle représente un petit peu l'élément qui fait que les gens se sentent bien. Quand on est en pleine mer dans la tempête et qu'on voit le phare, ça veut dire qu'on n'est pas loin du port et on est bientôt de retour à la maison. Voilà, c'est un petit peu l'esprit que je donne. Comment avez-vous eu l'idée, dans le premier temps, de choisir la phare comme l'enseigne? Parce que le phare est vraiment symbole de la Bretagne. Il y a des dizaines, pour pas dire des centaines de phares tout autour, en fait, sur la côte bretonne. Parce que toute la côte bretonne est très rocheuse, donc dangereuse pour les bateaux. Et donc, pour éviter aux bateaux de se fracasser en fait sur les rochers, il y a donc ces phares qui sont des éléments protecteurs en fait, hein, et qui annoncent voilà l'ouverture du port et donc bientôt le retour à la maison. On trouve des Bretons partout sur la planète. Mais si les Bretons apprécient beaucoup la vie à l'étranger, ils sont également très attachés à leur région d'origine, qui possède une forte identité culturelle. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils aiment se retrouver régulièrement, afin de partager leurs expériences, mais aussi quelques moments nostalgiques. La crêperie est un lieu naturel de rendez-vous pour les Bretons. Ils s'y retrouvent dans un décor qui leur rappelle leur Bretagne natale, où ils peuvent déguster des produits traditionnels, tout en écoutant de la musique celtique. La crêperie leur permet de s'évader, un moment de l'atmosphère de Shanghai, et de se replonger dans leur univers d'origine. Les Bretons peuvent se rencontrer les 3e jeudis de chaque mois pour une rencontre informelle qui a lieu entre 17h30 et 19h. Ils prennent l'apéro et restent souvent dîner. L'association Care Shanghai organise également des événements périodiques autour de fêtes traditionnelles comme la Saint-Yves, invitant même des musiciens pour l'occasion. Aujourd'hui, les Bretons sont si nombreux à Shanghai que l'association compte déjà plus de 200 membres. Comment avez-vous eu l'idée de prendre l'initiative de réunir les Bretons à Shanghai? Alors, moi, ça me paraissait en fait relativement naturel parce qu'on est, au-delà d'être une crêperie, donc offrant des produits bretons, je souhaitais être un petit peu une sorte de maison de la Bretagne, donc représentation un petit peu de la Bretagne à Shanghai, un endroit où les Bretons puissent se réunir relativement facilement et se retrouver autour d'un verre pour voilà, partager un certain nombre d'expériences, s'entraider aussi, pourquoi pas, puisqu'on rencontre tous un petit peu les mêmes problèmes à Shanghai, surtout quand on arrive, qu'on ne connaît personne. Donc c'était une solution, une idée pour que les gens puissent trouver un lieu chaleureux, d'accueil,
où ils se sentent bien pour pouvoir se retrouver. Et quel genre de difficultés rencontrent les Bretons en général quand ils arrivent? Alors il peut y avoir des difficultés de différents ordres, ça dépend s'ils arrivent en famille ou pas, mais il y a déjà un moment d'intégration, on va dire, qui est nécessaire, hein, puisque pour des gens qui ne connaîtraient pas du tout le pays, il faut déjà qu'ils apprennent à vivre ici, mais au niveau administratif, comment ça se passe, l'enregistrement, pour les écoles, notamment pour les enfants, ou même ceux qui sont entrepreneurs un peu comme moi, quelles sont toutes les démarches qu'ils doivent faire pour je dirais, construire leur société et faire en sorte que ça marche bien. Vous savez bien comment démarrer une société maintenant. Oui. Et pour ceux qui ont envie de venir à Shanghai pour ouvrir leur société ou des entrepreneurs, quel genre de conseils vous leur donnerez? Je crois que déjà en Chine, il faut être patient. Ça, c'est important. Et puis, il faut savoir, je dirais, voilà, donc prendre le temps de la recherche et de connaître du monde, de connaître la façon dont fonctionne le pays, fonctionne l'administration locale. Il ne faut pas croire que voilà, la Chine, c'est l'Eldorado et que quoi qu'on fasse, ça va marcher. C'est pas vrai. Donc, il y a des choses qui marchent, il y en a qui ne marchent pas. Et puis il y a des méthodes, voilà, qui fonctionnent et d'autres pas. Donc il faut apprendre, il faut prendre le temps. Et si on vient, je pense, directement avec un concept et on se dit ok, on va le faire, alors qu'on ne connaît pas encore la Chine, il y a de gros risques pour que ça ne marche pas. Je pense qu'il faut travailler, je dirais, c'est ce que je conseille souvent à des jeunes qui arrivent ici avec plein de motivation. Oui. Je ne veux pas les démotiver, mais je veux leur donner en tout cas l'idée qu'il vaut mieux travailler d'abord ici pendant quelques temps, dans une autre société, apprendre le maximum avant de se lancer. Voilà, c'est pas du temps perdu. Quelles sont les différences les plus marquantes entre faire des affaires en Chine et faire des affaires en France? Il faut avoir un produit déjà qui va plaire aux Chinois, parce que si on ne plaît qu'à une petite communauté, ça va marcher un peu, mais ça ne va pas bien marcher. Donc il faut bien connaître déjà quels sont les goûts et les attentes des Chinois ici. Ensuite, il faut bien comprendre les rouages de l'administration locale, comment ça fonctionne, il n'y a pas de blocage en fait. Contrairement à la France, ici, si on comprend bien le système, il n'y a pas de blocage. Alors que en France, on peut très bien se trouver confronté à un mur à un moment donné. Oui. Voilà, c'est des systèmes très différents et il faut s'y adapter, il faut les comprendre. C'est dans quel sens le blocage? Ça peut être un blocage administratif, je dirais. Voilà, il y a un papier qui manque. Oui. En France, par exemple, sur un dossier, on ne peut plus avancer. Bon, alors qu'ici, on peut quand même avancer. Il y a peut-être une plus grande souplesse. Voilà, donc on peut avancer, sachant que le papier n'est pas oublié. Il faudra quand même l'apporter à un moment donné. Mais au moins, ça n'empêche pas de poursuivre. Vous êtes à Shanghai pendant plusieurs années. Et comment apercevez-vous le développement de cette ville? Chaque année, je trouve que ça change. Hein. On est de mieux en mieux, on vit de mieux en mieux à Shanghai. Je pense que certains parlent toujours bien sûr de pollution ou de choses comme ça qui sont forcément des éléments que tout le monde connaît qui sont un peu négatifs. Mais je dirais que sur le tableau en général de la ville de Shanghai, c'est très positif. Je pense qu'on est bien à Shanghai, on vit bien ici, et si j'y suis depuis 9 ans, c'est qu'il y a des bonnes choses. Par exemple? Par exemple, on trouve de plus en plus de choix dans la cuisine, hein, notamment. Il y a des restaurants de toute nationalité, Oui. donc ça c'est très agréable. Il y a une vie sociale qui est très importante. On rencontre des gens de tous horizons, de tous âges, de tous niveaux sociaux. Oui, il y a un bon mélange en fait. Les gens discutent facilement avec les uns, avec les autres.
Et c'est un côté très agréable. Il y a aussi un côté qui est très important, je pense que c'est l'aspect sécurité. On se sent à Shanghai vraiment en très grande sécurité quand on se promène ici. Je vois les femmes qui prennent le métro à n'importe quelle heure du jour et de la nuit sans se poser la question qu'est-ce qui va m'arriver, même si de temps en temps il peut y avoir un souci avec un sac arraché ou quelque chose, mais c'est très rare globalement comparé à beaucoup de grosses villes dans le monde. Vous rencontrez régulièrement la communauté des Bretons et est-ce qu'ils s'intègrent bien dans la société ici à Shanghai? Donc la ville de Shanghai, qu'est-ce qu'elle offre aux étrangers au niveau de l'intégration? Alors je pense que la communauté bretonne s'intègre bien, oui, à la ville de Shanghai. C'est pour ça peut-être qu'il y a beaucoup de Bretons ici. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, notamment bretons. Donc de gens qui, comme moi, créent des sociétés et essaient de les développer à partir de Shanghai et puis ensuite plus largement sur la Chine. Shanghai apporte énormément de dynamique donc à tout le monde, hein, je dirais, pas simplement qu'aux Bretons, mais aux Bretons aussi finalement. Donc c'est cette impression qu'on peut faire beaucoup de choses ici si voilà, on arrive à comprendre comment le système fonctionne, si on arrive à apporter, et je pense que là c'est la volonté d'apporter quelque chose, je dirais, le plaisir de partager. Si on a vraiment ça profondément, je pense que la ville de Shanghai apporte oui, une force, je dirais une motivation à développer, à apporter des choses nouvelles. Et quel est votre projet dans le futur? Mon projet, alors pour l'instant, c'est de continuer le développement de la crêperie notamment, en Asie et notamment en Chine, puisque je viens de signer il n'y a pas longtemps un accord de partenariat avec un ami chinois pour justement essayer de se développer sur des grandes villes en Chine comme Pékin, Chengdu et bien d'autres. Donc ça veut dire que vous voulez un peu aller dans d'autres régions de la Chine pour développer votre carrière? Oui, tout à fait. Et vous avez fait des enquêtes avant d'y s'installer? Oui, on a fait des enquêtes et puis il y a le fait qu'il y a beaucoup de gens qui viennent au restaurant de différentes villes en fait de Chine et avec qui on discute et qui nous demandent quand est-ce que vous venez à Pékin, quand est-ce que vous venez là. Donc voilà, il y a un vrai désir de retrouver ce type de concept dans d'autres villes. Puis après, bon, on essaie d'avoir une étude bien sûr un peu plus poussée pour comprendre comment on peut travailler sur place. Mais je pense qu'il y a du potentiel si on le fait bien et pas trop vite. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Ricard, d'avoir partagé votre expérience en Chine et à Shanghai. C'est un plaisir. Merci.